Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Je suis particulièrement heureux de vous retrouver. Vous étiez très nombreux la semaine dernière, donc un grand merci. Et un grand merci également, je ne cesse de le répéter à chaque émission, à nos contributeurs sur la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player. C'est, je le redis aussi à chaque fois, uniquement grâce à vous et à vous seulement que nous pouvons vous proposer ces contenus originaux chaque semaine. Alors notre invité cette semaine est un invité que nous n'avions jamais reçu encore. Et je suis particulièrement heureux de le recevoir puisque je voulais le recevoir depuis longtemps. Il a notamment été directeur du renseignement à la DGSE et il a aussi occupé les fonctions de haut responsable à l'intelligence économique rattaché au Premier ministre. Je suis donc particulièrement heureux de le recevoir. Il s'agit de monsieur Alain Juillet. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors, cher Alain Juillet, il y a une tradition dans cette émission. Ouais. C'est la première fois, je le disais, que nous vous recevons. Et donc, la tradition, eh bien, c'est que lors de la première heure, eh bien, nous parlons de notre invité pour permettre à ceux qui nous regardent, eh bien, d'en savoir un peu plus sur vous. Alors, on va commencer par votre jeunesse, si vous le voulez bien. Vous êtes né, si je ne me trompe, en 1942, Absolument. en pleine Seconde Guerre mondiale. Pleine guerre, ouais. Vous venez d'un milieu social qu'on pourrait dire plutôt aisé, n'est-ce pas? Oui, sans nul doute. Quels souvenirs vous gardez de votre enfance? Ah, de très bons souvenirs, parce que j'avais la chance d'être dans une famille d'abord de hauts fonctionnaires ou de personnalités intéressantes, et j'ai vécu une jeunesse à la fois mouvementée, parce que je me suis déplacé dans beaucoup d'endroits, beaucoup de pays, et d'un autre côté, j'avais mes racines, en l'occurrence, mes racines étaient dans la Creuse, chez mes grands-parents, et dans la Bourgogne, chez mes autres grands-parents, où j'allais l'été. Donc je profitais à la fois l'été de la France profonde, Bourgogne et aux Creuses, et puis de l'autre côté, je travaillais, je voyageais grâce à mes parents. Oui, puisqu'on le rappelle, donc vous êtes le fils d'un haut fonctionnaire qui travaillait au ministère des Affaires étrangères, c'est ça? Oui, il a travaillé. Mon père a travaillé au ministère de l'Intérieur, au ministère des Affaires étrangères, ce qui m'a permis dans ma jeunesse d'aller en mouvement tout le temps, d'aller en Algérie. 2 fois, même 2 fois en Algérie, d'aller en Espagne, de me balader, enfin si vous voulez, donc d'avoir une vie qui n'était pas uniquement une vie française classique. J'étais au Brésil aussi, enfin j'étais dans plein d'endroits quand j'étais tout jeune, et ça m'a permis de découvrir le monde. L'investissement justement de votre père au service de l'État, est-ce que ça a été une source d'inspiration pour vous? Alors, je dirais pas mon père, mais c'est toute ma famille. Moi, vous savez, mon arrière-grand-père, il était capitaine de hussards à l'époque de Napoléon. Il a fait toutes les guerres de l'Empire. Mon arrière-arrière-grand-père maternel, il a fait la conquête de l'Algérie. Il était du côté de ma grand-mère paternelle. Il était adjudant-chef de gendarmerie en Algérie. Mon grand-père a été militaire et il a fait la guerre de 14, puis après il a été préfet, directeur de cabinet de Premier ministre, enfin il a fait une carrière préfectorale et officielle, je dirais. Mon père, il a été aussi pareil, haut fonctionnaire dans le ministère de l'Intérieur, directeur de cabinet de ministre, puis directeur de cabinet des civils et militaires en Algérie, à l'époque où on était en Algérie, puis il était diplomate comme consul général, donc si vous voulez, je suis une famille dedans. Ouais, moi depuis tout petit, j'ai toujours été dans ce milieu, et puis je n'ai pas changé, et je m'en trouve très bien. Alors justement, quand on lit les biographies sur vous, vous le disiez, de la famille de Pierre Juillet, un conseiller politique, oui, si voilà, je ne me trompe pas, de Georges oncle. Pompidou, puis de Jacques Chirac, vous l'avez connu? Ah, non seulement je l'ai connu, mais c'était mon parrain, et c'est quelqu'un que j'aimais énormément. Quel souvenir vous gardez de lui, oui? Un souvenir formidable, parce que c'était un homme un très sage, en définitive, mais avec qui j'ai passé une bonne partie de ma vie, parce que quand j'étais gosse, que j'étais dans la Creuse, justement, il m'emmenait avec lui, c'était un grand chasseur sous l'Éternel, il m'emmenait avec lui chasser, ensuite on se promenait, on devisait ensemble, enfin c'était... Et il m'a beaucoup aidé dans ma carrière, d'ailleurs aussi. Et c'était un homme de réflexion et qui m'a beaucoup appris sur le monde, sur la politique, sur l'appréciation qu'on pouvait avoir des autres, avec les bons et les mauvais côtés, si vous voulez. En particulier, il m'a appris une chose qui est pour moi essentielle, c'est que
il faut jamais trop se rapprocher du soleil parce qu'on s'y brûle. Alors justement, on va en parler du soleil et de cette actualité riche politique qui a eu lieu cette semaine. Juste avant cela, l'époque des Jacques Chirac, des Georges Pompidou, même des De Gaulle ou des Mitterrand, c'était quand même autre chose, non ? Par rapport à aujourd'hui, non, on était. Alors ça fait un peu, oui, c'est vrai, ça fait un peu vieux con, il faut le dire, oui, c'est vrai. Vieux con de dire c'était mieux avant. Je ne dirais pas que c'était mieux avant, mais je pense qu'effectivement, il y avait des hommes politiques d'une envergure intellectuelle et surtout culturelle qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Que ce soit De Gaulle, Pompidou, il vous récitait des poèmes de tous les grands poètes français dans le texte. Mitterrand, il vous citait tous les grands auteurs. Enfin, c'était des gens qui avaient une vraie culture. Jusqu'à Jacques Chirac. Chirac était incollable sur les arts premiers. Hein. C'était même pas les Chinois le disaient. Les Chinois disaient il est plus fort que nous sur la connaissance de la Chine millénaire. Bon, il faut bien reconnaître que depuis les choses ont changé. Comment vous expliquez justement cet effondrement du niveau du personnel politique en France ? Alors, je pense que c'est la formation. On a des problèmes aujourd'hui de formation de nos élites et on le voit bien. Hein. On a des problèmes d'école. Hein. L'éducation est un vrai problème en France. Bon, le monde politique n'est que l'émanation d'une éducation nationale qui a failli, qui a échoué dans les 30 dernières années. C'est uniquement un problème de formation, pas de caractère, non ? Il s'ajoute, bien sûr. Vous avez le fait que les gens dont on parlait tous, c'est des gens qui avaient connu la guerre. C'est-à-dire, c'est des gens qui avaient connu l'époque où la France était très mal. Elle était envahie, elle était sous le joug, je dirais, allemand. Après, ils avaient connu cette époque terrible des années 45 à 50, tout le monde a oublié maintenant, mais où il y avait des tickets de rationnement, parce qu'il n'y avait pas de quoi assez manger. Hein, et chacun, on avait des tickets, et les gens allaient dans les épiceries ailleurs, on touchait un morceau de pain par rapport à un ticket. Donc, c'était pas comme aujourd'hui, où on a tout dans les supermarchés, on claque des doigts, on a ce qu'on veut, et on proteste quand il manque quelque chose. Il manque un produit qui n'a aucune nécessité. C'est totalement différent, si vous voulez. C'est des gens qui avaient connu les difficultés, qui avaient appris à se battre pour survivre. Hein. Aujourd'hui, il faut bien reconnaître que la majeure partie de notre pays, à part la catégorie la plus malheureuse et la plus pauvre, ils ne savent pas ce que c'est que de se battre pour survivre. Pour revenir à ces personnalités politiques, est-ce qu'il y a aujourd'hui des personnalités politiques qui trouvent, on va dire, grâce à vos yeux, qui vous semblent encore à la hauteur Bon, alors c'est difficile parce que lorsque vous dites ça, tout de suite il y a l'interprétation politique. On dit oui, mais il est de tel bord ou tel autre. Moi, si vous voulez, mon dernier grand souvenir, c'est le référendum sur l'Europe qui avait été sur lequel Charles Pasqua, Philippe de Villiers et surtout Seguin, qui était le leader, avait dit il faut pas voter ça, ça va nous amener à la catastrophe. La France avait été convaincue par 3 hommes contre l'avis général de tous les partis politiques. Elle a voté contre. Et puis après, le président suivant, qui est le président Sarkozy, a décidé par un tour de passe-passe de faire voter ça à l'Assemblée. Et donc, il a fait voter l'Assemblée contre les souhaits du peuple, qui était totalement anti-républicain. Et on le paye très cher aujourd'hui, parce que toutes les critiques qu'il y a sur l'Europe aujourd'hui, elles viennent de ce qu'on a laissé faire, un traité qui ne correspondait pas aux souhaits des Français. Vous parliez de Philippe Seguin. Est-ce que vous pensez que François Hollande ou Emmanuel Macron auraient eu leur place justement dans la politique française à cette époque, il y a des dizaines d'années ? Non, je pense pas. Je pense pas parce que c'était pas du tout la même formation, c'était pas la même expérience. Toutes les Seguin, toutes ces personnalités, de tous bords, de tous les côtés. C'était des gens, comme on le disait, qui avaient vécu d'autres expériences avant, qui étaient pour la plupart issus de la guerre d'abord, donc qui avaient appris à se battre, qui savaient ce que c'était qu'un pays en difficulté, qui avaient conscience qu'il fallait développer ce pays pour en faire une grande puissance ou retrouver la puissance qu'elle avait avant. Donc c'était pas du tout la même chose que des gens qui sont arrivés ensuite, qui étaient soit des apparatchiks, parce que François Hollande, avec tout le respect qu'on peut avoir pour l'ancien président de la République, mais François Hollande était un secrétaire général de parti qui est arrivé au pouvoir par
par un jeu de passe, je dirais, imprévu, hein, quand Strauss-Kahn est tombé pour une sombre histoire sexuelle. Bon, on a beaucoup spéculé, d'ailleurs, petite parenthèse, autour de toute cette histoire. Oui, on ne saura jamais très bien si ça avait été monté, pas monté ou autre. Personnellement, je fais partie de ceux qui croient que ça n'a pas été monté du tout, mais que malheureusement, à l'époque, monsieur Strauss-Kahn... Et c'est un ancien de la DGSE qui dit ça. Oui, mais ça aurait pu être monté. Alors, ça aurait pu être monté, mais je crois, pour avoir discuté avec les gens qui ont suivi ce dossier de très près, ma certitude, c'est que c'est pas du tout ça. C'est que le candidat a suivi une pulsion qui était bien connue par certains. Et il l'avait eu ailleurs, il l'a eu et il fallait pas l'avoir là-bas. Ouais. C'est parce qu'aux États-Unis, on rigole pas. En France, ça fait plutôt sourire. Enfin, ça faisait plutôt sourire. Maintenant, ça passe plus du tout. Hein. Mais à l'époque, aux États-Unis, c'était inacceptable. Et il est tombé là-dessus. C'est clair. Alors justement, on parlait de votre enfance, de votre éducation. Vous avez grandi dans la période de reconstruction, puis pendant les fameuses 30 Glorieuses, pour reprendre la formule de Jean Fourassier. Vous êtes nostalgique de cette époque ou pas du tout ? Je ne suis pas nostalgique parce qu'à l'époque, on ne savait pas que c'était les 30 Glorieuses. On ne savait pas que c'était une époque bénie des dieux et on ne savait pas ce qui allait se passer après. Donc c'est vrai que on vivait une époque, moi, en tant que... En France, à l'étranger, hein. Moi, j'ai passé mon bac en Espagne. Hein. On vivait bien en Espagne, contrairement à ce que les gens peuvent raconter maintenant. On vivait très bien en France, on vivait bien en Algérie. Enfin, c'était pas du tout l'image qu'on en a aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que on était dans une dynamique, avec une croissance qui était de 5-7% par an, dans tous les pays d'Europe. Hein. Et donc, il y avait une vigueur de l'économie, on vivait bien, il n'y avait pas de chômage, on n'avait pas de soucis. Les gens étaient... Comme je me souviens, quand on passait son bac, à l'époque, il y avait 25% des gens qui passaient le bac, hein, c'était pas comme aujourd'hui. Hein. Bon, mais les 25% qui passaient le bac, ils avaient un emploi dans les 15 jours qui suivaient. Il n'y avait aucun problème d'emploi en France. Donc ça paraît incroyable aujourd'hui. Hein, c'était un autre monde. Le bac avait une autre valeur. Ah le bac avait une autre valeur. Et puis l'emploi, il y avait l'emploi partout. Si vous vouliez travailler, vous trouviez un emploi immédiatement. Et les gens avaient envie de travailler. Donc, si vous voulez, c'était tout à fait différent, parce qu'après, je dirais qu'il y a, après, qu'on constate à partir de mai 68, nous, on l'a pas compris à l'époque, hein. Moi, je me souviens bien sûr de mai 68 comme les autres, mais, ce qu'on n'a pas compris, c'est qu'en définitive, mai 68, ça a été une charnière. C'est-à-dire qu'on on était tellement bien, qu'on a voulu en avoir trop. Alors, si vous voulez, il est interdit d'interdire. L'interdit d'interdire, c'est aujourd'hui, le résultat de ça, c'est aujourd'hui ce qu'on voit avec les gens qui ne respectent plus rien. C'est la suite de mai 68. Mais ce qu'on n'avait pas compris à l'époque, c'est que quand ça s'est passé... Comment vous gardez mai 68 ? Ça a été un tournant, c'est ça ? Moi, je gardais mai 68 plusieurs choses, oui. D'une part, que ça paraissait incroyable de voir les étudiants, qui étaient en plus, à l'époque, les étudiants étaient 80% des enfants de bourgeois, qui faisaient la révolution. Alors, moi, ça m'avait surpris. Après, j'ai connu par l'histoire que toutes les révolutions ne se sont jamais faites par le peuple, mais ont toujours été faites par les bourgeois, y compris 89. Donc, si vous voulez, j'ai compris après ce qui s'était passé. Mais c'est vrai que cette génération qui avait des moyens, qui vivait pas mal, hein, les étudiants à l'époque, hein, ils allaient manger au restaurant universitaire, ils allaient pas au resto du cœur, hein. Ça paraissait inconcevable. D'ailleurs, le resto du cœur paraissait inconcevable à l'époque. Bon, aujourd'hui, quand on voit le nombre de malheureux, de pauvres gens, de tous les milieux, de tous les genres, qui vont là-bas, on se dit que notre société, elle n'est pas si bonne que ça. Moi, j'ai jamais vu à l'époque des gens dans les rues comme on en voit aujourd'hui, couchés dehors. Je voyais aujourd'hui, hier, avant-hier, avec le froid cette semaine à Paris. Quand on regarde, on voit tous ces pauvres gens qui sont dans la rue. Et moi, quelque chose qui me révolte, c'est de voir ces pauvres femmes avec des enfants dans la rue. Mais qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ce n'est un pays civilisé, un pays digne de ce nom, quand on en arrive à des choses comme ça ? C'est honteux. C'est-à-dire que notre système dysfonctionne complètement. Comment vous expliquez ce lent déclin qui caractérise la France depuis les années 70 ? Je pense qu'il y a le manque de volonté, le manque de vision. Si vous voulez, je me souviens, alors là, moi je fais partie de ceux qui ont vécu ça, quand en 58 De Gaulle a pris le pouvoir, la France était
en décrépitude, ça marchait pas du tout. Hein. Depuis, les premiers ministres se succédaient tous les 3 mois, on avait une crise, la dette était énorme, hein. Bon, pas aussi haute qu'aujourd'hui, mais elle était énorme pour l'époque. Oui, ça marchait pas. Bon, De Gaulle arrive. Alors, on peut parler de la prise du pouvoir, tentative que vous voulez là-dessus, mais il arrive, il nomme quelques ministres solides dans chacun des domaines, des vrais ministres, courageux. On prend des mesures dans tous les domaines terribles, en définitive, d'évaluation du franc, serrage de vis, enfin, on fait tout ce qu'il faut. Bon. On donne des objectifs à moyen terme et à long terme qui vont être suivis d'ailleurs par Pompidou puis par Giscard sur la France de demain, des objectifs à 10 ans, à 20 ans, pour redonner l'espérance aux Français. Et en 1 an et demi, ça a redémarré. Et vous vous dites, ce pays est formidable. En 1 an et demi, il est capable de passer de très mal à très bien. Eh oui, mais il fallait des hommes qui leur donnaient des objectifs, qui leur donnaient la foi, qui étaient capables de convaincre les gens qui y croient. Aujourd'hui, qui peut me dire aujourd'hui quelle est la politique de l'État français à 10 ans ? Personne, même les ministres sont incapables de vous le dire. Donc c'est bien la preuve qu'il y a un problème. En 1970, 60 et 70, tous les Français pouvaient vous dire voilà nos objectifs à 10 ans sur le nucléaire, sur le spatial, sur tous ces trucs. Parce il y avait une mobilisation générale autour d'un certain nombre d'objectifs qu'aujourd'hui il n'y a plus. C'est clair. Alors, on vient à vos études. Quelles études vous avez faites et pourquoi J'ai fait beaucoup d'études, oui. Non, j'ai fait... moi, j'aimais bien... J'étais polyvalent. À l'époque, on appelait ça sciences-ex. C'est-à-dire, je faisais aussi bien du scientifique que de la culture. Hein, le français et les maths, quoi. Hein, ou le français et la physique. Bon, j'ai passé mon bac sciences-ex parce que ça correspondait à ma sensibilité. Bon... Après, quand je suis parti dans l'étude supérieure, bon, je voulais faire naval parce que j'étais fasciné par la marine et surtout à l'époque déjà, hein, ça m'avait repris par tout ce qui est les sous-marins, les hommes grenouilles, enfin tout ce qui était un peu sous l'eau, si vous voulez. Je trouvais ça formidable, je trouvais ça passionnant et puis j'ai eu un accident de voiture et j'avais plus à l'époque une vision suffisante pour faire ça. Donc j'ai fait du droit, j'ai fait des lettres, j'ai papillonné, je dirais, dans les études supérieures, jusqu'au moment où je me suis dit, bon, bah, tu perds ton temps parce que tu travailles, tu passes des examens, mais ça t'intéresse pas. Et donc, à ce moment-là, j'ai basculé, je me suis engagé dans l'armée. Mais il faut dire que j'ai eu mon bac très jeune, hein. J'ai eu mon bac à 15 ans, hein. À 15 ans et demi, j'étais tout seul à Paris comme étudiant, donc c'était un peu difficile. Et puis alors justement, vous êtes l'exemple type de celui qui a poursuivi aussi ses études tout au long de sa vie. Ah oui, absolument. Puisque c'est malheureusement d'ailleurs trop rare en France. Non, mais et là, justement, vous avez fait fort, hein, parce que vous avez fait rien moins que Stanford et HEC. Ouais, bah oui, parce que quand après, si vous voulez, après avoir été militaire, hein, donc m'être engagé comme 2e classe, avoir fait les ZOR, être devenu officier, bon, et autres. Quand j'ai quitté l'armée, je savais pas faire grand chose à part être militaire, hein. Même si j'avais fait des études de droit, des études de lettres, mais je savais pas grand-chose. C'est une bonne école de la vie, hein, être militaire quand même. Ah, formidable. Moi, j'ai adoré. Hein. J'ai vraiment adoré. Et ensuite, donc, quand je suis parti dans le privé, je me suis vite rendu compte qu'en définitive, j'avais quand même une connaissance très incomplète pour pouvoir diriger des entreprises, faire des choses. Et je m'en suis rendu compte dans les fonctions qu'on m'a confiées. Donc, à un moment, je me suis dit, il faut que tu apprennes. Alors, j'ai commencé en faisant à HEC, ce qu'on appelait le CPA à l'époque, hein, le Centre de perfectionnement aux affaires, qui était une dure école, hein, pour apprendre, pour se perfectionner, pour des gens qui avaient déjà une expérience professionnelle. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir aller à Stanford aux États-Unis où j'ai complété ça. J'ai aussi été à Berkeley, mais enfin à côté, pour apprendre le marketing. À Stanford, j'ai appris la gestion générale des entreprises. Et là, évidemment, après, alors quand moi qui étais au départ avec mon bac, avec le bac,
Les choses avaient changé, donc on dit oh, vous avez votre bac, qu'est-ce que vous avez fait comme grande école? Bon, au départ, je pouvais rien dire. Je dis Saint-Cyr, c'est pas Saint-Cyr d'ailleurs, j'avais fait les EOR, donc pas Cherchel, c'est à l'époque c'était Montpellier. Quand on me disait après, beaucoup plus tard, me disait, vous avez fait quoi? Je disais j'ai fait un HEC. Ah bon, j'ai fait Stanford. Ah, vous êtes. Alors tout le monde disait celui-là, il a fait vraiment des études très fortes. Non, je me suis rattrapé parce que j'avais loupé au départ, parce que pendant que j'étais étudiant, j'ai fait beaucoup de choses, mais pas vraiment des études. Pourquoi, d'après vous, on ne favorise pas plus en France, justement, cette possibilité de se former tout au long de sa vie? Moi, je pense que c'est une nécessité, parce que je crois que un des drames de la France actuelle est passé, c'est que quand on sort d'une grande école en France, on pense qu'on a un diplôme à vie. Alors que quand vous voyez l'évolution du monde, l'évolution des techniques, l'évolution des connaissances actuelles... On surestime peut-être un peu le diplôme aux compétences. Exactement. Alors, il faut remplacer le diplôme qu'on pense acquis par des compétences qu'il faut acquérir en permanence. Donc, si vous voulez, moi je crois qu'aujourd'hui, on est dans une remise... Celui qui réussit, c'est celui qui est capable de se remettre en cause de manière permanente. Et malheureusement, nos écoles ne favorisent pas la remise en cause permanente, et le système qui est le nôtre ne le fait pas non plus. Alors que je vois les Américains, par exemple, je connais pas mal de copains américains, bien sûr, et depuis mes études à Stanford et à Berkeley, quand je vois les Américains, ils s'en mettent en cause tout le temps. On va s'améliorer, on fait un truc, on fait un autre. Ils ont une volonté de progresser que nous, dans leur domaine, que nous, malheureusement, pour la plupart des gens, on n'a pas, parce qu'on dit « non, mais moi j'ai fait telle école, donc je sais tout ». Non, je savais peut-être beaucoup de choses au moment où je suis sorti, mais 10 ans après, je sais plus rien. Justement, vous parliez de cette école de la vie, cette école militaire. Le service militaire, c'était une bonne chose pour vous? Ah oui, je pense. Alors moi, je vais vous dire. Non, oui, bien sûr, c'est une. Moi, je pense que c'était une des plus grosses. Chirac a fait probablement 2 grandes erreurs dans sa carrière, mais dans sa carrière, le président de la République, dans son poste de président de la République, mais une des 2 erreurs, ça a été indiscutablement, ça a été le service militaire, parce que le service militaire, il y avait 2 aspects dans le service militaire. Il y avait le fait que ça mettait tout le monde pareil. Et que si vous voulez, quand vous êtes fils de bourgeois ou fils d'ouvrier, vous vous retrouvez tous les deux en train de faire du maniement d'armes, de marcher, de souffrir. Favoriser l'intégration. Ça favorisait l'intégration et ça vous apprenait à connaître l'autre. Parce que vous découvrez que le gars, il a peut-être pas fait des études, mais qu'il est bien meilleur que vous dans certains domaines. Alors ça vous apprend le respect de l'autre, quel qu'il soit, parce que l'autre, il a des qualités que vous n'avez pas forcément. Ça, c'est très important, si vous voulez. Et puis le deuxième, c'est le brassage. C'est découvrir que, l'autre qui n'est pas du même milieu, il est aussi bon, il est sympa, il est agréable, il est comme il est, et ça apprenait, je dirais, une sorte de fraternité, une sorte de capacité d'échange qu'on a complètement perdu aujourd'hui. Les gens ne se parlent pas aujourd'hui. Les jeunes des banlieues, ils n'ont aucune idée de comment sont les gens du 16e. Et réciproquement, c'est bien dommage. Parce que s'ils étaient tous ensemble, ils verraient qu'ils ont tous des qualités, pas les mêmes, mais qui sont complémentaires. Et c'est ça un pays. Un pays, c'est des gens qui se groupent avec des qualités complémentaires et qui arrivent à construire quelque chose. Et c'est le bourgeois issu d'une famille aisée qui dit ça, justement. Mais bien entendu. Mais bien au contraire même, parce que je pense... Alors il y avait un des drames du service militaire à l'époque où il a été supprimé, c'était un faux motif de suppression, c'est qu'on disait tous les gens, les fils de bourgeois et des autres, ils évitent le service militaire, ils trouvent des combines, alors ils partent en coopération, ils se font déclarer malades et autres. C'est ça, contre ça qu'il fallait lutter. Il aurait fallu dire non. Tout le monde fait son service militaire, riche ou pauvre, bourgeois ou nanti, je dirais, ou malheureux. Il faut que tout le monde le fasse. Et c'est ça qu'il fallait imposer. C'était pas de dire non, mais comme il y en a une partie qui le font pas, non, le courage, c'était de dire non. Tout le monde fait le service militaire, parce que c'est le service national. En réalité, ça permettait de souder tout le monde et surtout d'inculquer à tout le monde un certain nombre de règles de vie, de règles de comportement, parce que quand vous vivez ensemble, vous apprenez qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, donc règles de comportement, règles de vie, et puis aussi une cohésion nationale, parce qu'on se rend compte quand même qu'on est tous ensemble pour défendre un intérêt général.
Ça, c'est... moi, je me souviens à l'époque, on faisait des cours d'éducation civique, hein. Les jeunes militaires, les jeunes qui faisaient leur service militaire, ils apprenaient ce que c'était que la France, ce que c'était que l'Assemblée nationale, ce que c'était que... Aujourd'hui, ils savent plus. Personne ne leur apprend. Vous voyez, c'est ça qui est un vrai problème. Hein. Et moi, je vais vous dire, moi, j'ai eu la chance, hein, quand j'étais nommé jeune officier dans les parachutistes, aux premières CP, je vous le cache pas, à Pau, j'ai eu la chance d'avoir une section de gens qui savaient pratiquement pas lire et écrire. Mon colonel m'a dit, allez, toi tu vas prendre une section de gars ils sont volontaires, volontaires, plus ou moins volontaires pour être parachutistes, mais la plupart d'entre eux, ils savent pas lire, hein, et à peine écrire. Bon. Chaque soir, après toute l'instruction à 6h de l'après-midi, je les prenais pendant 1 heure, et je leur donnais des cours de français, d'écriture et autres. Alors ça paraît pas, mais imaginez ce que peut-être pour un jeune, et il y en a aujourd'hui qui sont comme ça, qui ne sait pas lire. On lui dit, tu vas rejoindre ton régiment à Pau. Le type, il est en Alsace. Comment voulez-vous qu'il aille prendre le train alors qu'il ne sait pas lire le nom des gares? Mais le type, il met 3-4 jours pour aller à Pau. Il ne sait pas comment on y va. Hein? Il comprend pas. Il faut qu'il pose des questions aux gens. Où je suis? Ah ben, t'es à Tours, t'es à Toulouse, t'es à Grenoble. Le type, ils étaient paumés. Bon, ils savaient pas lire. Bon, ben quand après 1 an et demi de régiment, ils repartaient chez eux, ils savaient lire, ils savaient écrire, ils étaient capables. Mais c'est un progrès fantastique. Et ça, c'est l'armée qui leur avait donné. C'était le service militaire. Et vous voyez, c'est tout ça qui manque aujourd'hui. On a dans les banlieues, on a plein de jeunes qui sont quasiment illettrés. Bon, c'est dramatique. Alors avant, c'était l'armée, c'était l'État qui leur faisait apprendre les choses. Aujourd'hui, c'est des associations, mais la plupart de ces associations sont complètement idéologiques. Donc elles vont non seulement leur apprendre, mais elles vont leur apprendre des choses pour haïr le système. Donc c'est une catastrophe. C'est ça. Donc l'arrêt du service militaire, ça a été un échec total pour la France, et ça, il faut bien le dire. Qu'est-ce que vous pensez du projet de service national universel d'Emmanuel Macron ? Mais je pense que c'est pas une mauvaise idée. Le problème, c'est que les militaires sont contre, parce qu'ils n'ont plus de casernes pour héberger les gens. Parce qu'on a vendu toutes les casernes pour faire des opérations immobilières et financer le budget de la défense. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de local, de lieu où on peut réunir les gens. Or, il faudrait, alors ça veut dire que comment faire aujourd'hui, on n'a pas de moyens, on a des dettes de partout, comment on va faire pour racheter des locaux, des terrains, construire des casernes pour que les jeunes puissent venir avoir une formation. Mais je pense que oui, hommes et femmes, puisque maintenant les femmes ont considérablement pris une place dans la société qu'elles n'avaient pas il y a 40 ans ou 50 ans, hein, il faut que tout le monde prenne conscience d'un certain nombre de règles du jeu. Ça fait partie de la citoyenneté, si vous voulez. Et ça, c'est important, parce que la plupart des jeunes, on les attaque, on les critique et autres, mais en réalité, ils savent pas. Et vous ne pouvez pas condamner quelqu'un parce qu'il ne sait pas. Vous pouvez condamner quelqu'un quand on lui a appris et qu'il n'applique pas, ce qui n'est pas du tout la même chose. Alors, on revient à votre carrière de militaire, justement. À quelles opérations vous avez participé, justement, au sein du service Action, le fameux ? Ça, je vous dirai jamais, parce que je me suis engagé quand je suis rentré au service, et puis après, quand j'en suis sorti, à ne jamais révéler des choses que j'ai pu faire. Donc ça, je n'ai jamais transigé là-dessus, mais avec ma famille. Alors, je ne vais pas le faire avec vous. C'est un engagement personnel ou on vous y oblige ? Ah non, c'est signé, on signait un engagement. Alors que certains, effectivement, l'oublient, et puis maintenant on voit des bouquins fleurir et tout, et je trouve que c'est très mal, je le dis parce que c'est inacceptable, c'est une violation d'un engagement qu'ils ont pris à titre personnel, donc c'est pas à la gloire de ceux qui se parjurent. Moi je fais partie de ceux, c'est peut-être un peu vieux, un peu dégradé, comme vous voulez, mais qui considèrent que le parjure c'est très grave. Les services spéciaux français, est-ce qu'ils sont toujours aussi réputés aujourd'hui que par le passé ? Je crois qu'ils sont meilleurs que ce qu'on dit, mais moins bons que ce qu'ils pourraient être. Hein, vous voyez, c'est pas une région de ni oui ni non. Hein. Je suis pas normand, hein, c'est clair. Mais les services français, ils ont fait des choses et ils font des choses très bien.
Bon, comme d'habitude, un service, les choses bien, on n'en parle jamais, hein, puisqu'il n'y a pas de pépin, donc on n'en parle pas et c'est secret. Alors évidemment, chaque fois qu'il y a un coup fourré ou un truc qui est loupé, alors tout le monde tombe sur les services en disant « Ah, mais vous voyez, ils sont mauvais et tout ». Non, il y a des loupés parce que dans n'importe quelle organisation humaine, quelle qu'elle soit, il y a des loupés. Les Israéliens, le fameux Mossad, ils ont eu des loupés retentissants dans leur histoire. Bon, ça n'empêche pas qu'on considère que c'est un bon service. Les Américains se sont plantés des dizaines de fois. Bon, ce sont des bons services. La SIA est une excellente organisation. Les Russes, pareil, le SVR, il est très bon. Même s'il s'est fait planter avec, pour l'affaire Kripal et d'autres, ils sont très bons. Donc, en définitive, vous savez, les plus grands services, ils se débrouillent bien. Ils sont bien, avec leurs moyens, bien entendu, avec leur volonté, avec aussi le dévouement de leur personnel, mais en général, ils sont très bons. Ça n'est qu'une affaire de moyens ou pas? Ah non, il y a aussi le moral du personnel, il y a l'enthousiasme, il y a le moral, il y a les chefs aussi, hein, il faut que les gens croient. Vous parliez justement du Mossad, des Russes, des Américains, j'ai envie de dire l'espion français, il est solide. Bon, il n'est pas ridicule, pas du tout, il fait partie des bons, hein. Alors, j'avais vu monsieur Aimier, l'ancien patron des services français, qui disait « Nous sommes parmi les 3-4 premiers ». Bon, je pense qu'il ne faut pas exagérer quand même, mais on est dans la très très bonne moyenne. Hein. Maintenant, comme tous les services, hein, il faut des moyens, il faut des hommes et des femmes, hein, parce qu'il y a beaucoup de femmes dans les services, hein, et puis il faut aussi une volonté politique, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Hein. Vous pouvez avoir un service n'est bon qu'à partir du moment où ils se sont soutenus par le politique. Les gens, quand vous risquez votre peau, en général tout seul ou en petite équipe à l'extérieur, il faut vraiment que vous ayez confiance dans ceux qui vous ont donné l'ordre, hein. Parce que c'est votre peau que vous mettez en jeu pour un pays, pour votre pays, et vous avez besoin d'avoir confiance dans ceux qui vous ont envoyé dans ce foutoir. Donc si vous n'avez pas confiance, si vous pensez qu'on va vous trahir, qu'on va vous lâcher et autres, c'est difficile, hein. Donc oui, il faut aussi des bons patrons. Et on voit bien, en France, quand il y a eu des très grands patrons des services de renseignement, moi je pense à Demarange, par exemple, qui est resté une image dans les services français, hein, quand Demarange était le patron des services, je peux vous dire que l'ensemble du service, il marchait au canon, hein. Il avait un mot à dire, tout le monde y allait, hein. C'était une affaire de quoi? De personnalité? Ah oui. On l'écoutait plus que les autres. Je vous parle de Marange, mais il y avait sous Marange, alors on parlait du service action tout à l'heure, il y a eu pour moi celui qui a été le meilleur patron du service action de toute l'histoire, qui s'appelait de Marolles, le général de Marolles. Marolles était un type fantastique, il était adoré par tout le monde, hein. Bon, c'était un type très simple, très sage, à la fois très gentil, mais très ferme, hein. Mais un merveilleux analyste qui analysait les situations et qui savait donner confiance parce qu'il expliquait, il analysait, il lui donnait des objectifs et les gens, ils étaient prêts à se faire tuer pour lui, hein. Donc, ouais. Mais c'était un vrai chef. Le problème dans les services, mais ça c'est toujours la même chose, hein, c'est comme partout, hein, c'est qu'il faut que vous suiviez vos chefs parce que vous avez confiance en eux. Parce que vous savez que s'il faut, ils seront devant vous. Le chef, c'est pas celui qui est derrière, hein. Le chef, celui qui est devant. Ça, alors sous une forme ou sous une autre. Mais les gens, il faut qu'ils sachent. Vous savez, c'est le problème des policiers aujourd'hui, hein. Le policier aujourd'hui, il a besoin d'avoir un ministre dont il sait qu'il va les défendre. Si le ministre défend ses hommes, les policiers ils suivent. Si le ministre les défend pas en trouvant des astuces parce qu'il veut pas déplaire aux uns ou aux autres, ça marche pas parce que les gens ne le suivent pas. C'est toujours la même histoire. Alors justement, j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu justement sur cette période où vous avez été à la direction du renseignement au sein de la DGSE. Comment vous en êtes arrivé là? Est-ce que ça, vous pouvez nous le raconter un petit peu? Ah oui, ça c'est très simple, hein. Oui, très simple. Moi, quand je suis rentré dans l'armée, donc j'ai fait mon service, je suis engagé, service militaire, j'ai fait les EOR, je suis devenu officier, je suis passé au premier RCP, premier régiment de chasseurs parachutistes à Pau. Et puis là, moi j'avais qu'une idée en tête, c'était rejoindre les services spéciaux. Parce que c'est ça qui m'intéressait dans l'armée, c'était les services. Et donc, j'ai postulé pour les services spéciaux, et je me suis retrouvé, effectivement, à l'époque,
longtemps, en 63, pardon, excusez-moi, 63, 64, je me suis retrouvé, 64, pardon, je me suis retrouvé au service action. À l'époque, c'était pas du tout comme aujourd'hui une grosse bête, hein. C'était un tout petit nombre d'officiers et de sous-officiers, des gens remarquables d'ailleurs, des gens formidables. Et là, j'étais vraiment heureux parce que j'avais atteint moi mon objectif. Je me disais, moi, pour moi, ça y est, pour ma famille, moi qui suis une famille d'officiers, de hauts fonctionnaires, bon ben, j'avais rempli ma mission, quoi. Hein, bon. Et donc j'ai été là-bas pendant quelques années. Et puis après, il y a eu des problèmes dans les services et les EOR, comme moi, on nous a dit voilà, vous pouvez pas rester dans le service, il faut partir dans un régiment normal. Bon. Et moi, je me voyais pas faire du maniement d'armes, si vous voulez, à Mourmelon. J'ai rien contre Mourmelon, hein, mais ni contre le maniement d'armes. Enfin, c'est pas mon truc. Moi, j'étais venu pour faire de l'action, si vous voulez. Donc, j'ai quitté l'armée. Je suis rentré dans une société qui s'appelait Ricard. Oui, c'est ça. Paul Ricard, ouais. Un détour par le privé. Exactement. Je suis à Paul Ricard. Et j'ai fait une longue carrière dans le privé, mais tout en restant avec les services. Ah, c'est ça qui était, si vous voulez. Et donc, pendant cette période où j'étais à la fois dans le privé et en même temps en liaison... Pernod Ricard, Suchard, l'Union laitière normande, Marks & Spencer. Et Marks & Spencer, voilà. C'est ça. Donc, c'est quand même un professionnel incroyable dans le privé. Enfin, oui, mais j'ai fait. Et puis je suis parti chez Ricard, je suis rentré inspecteur export, j'ai terminé directeur général, hein, quand même, donc c'est pas trop mal. Hein, j'étais directeur général aussi et puis président de Jacob Suchard, de Suchard et Jacob Suchard. J'ai été directeur général et président de l'Union laitière normande, président de Marks & Spencer, donc on peut pas dire dans le privé, j'ai pas une vraie carrière, hein, et j'ai grimpé tous les échelons, hein. Donc, si vous voulez, là-dessus, il n'y a pas de problème. Et vous êtes malgré tout revenu dans le public. Mais alors, mais comme en même temps, j'étais toujours dans les services, j'aidais les services, parce que c'est ma vie, hein, c'est ma vie. Régulièrement. Quand vous disiez que vous aidiez les services, c'était de manière. J'étais ce qu'on appelle maintenant un honorable correspondant, c'est-à-dire que quand ils avaient besoin de moi, ils m'appelaient et je rendais les services que je pouvais à l'international, à l'étranger, pour les services français. Donc on peut être président de grosses boîtes comme ça et être un agent. Bien sûr, il y en a eu d'autres avant moi et des patrons de très très grandes entreprises françaises qui ont fait des trucs formidables. Je ne peux pas vous donner les noms, parce que là, c'est secret. Hein, je suis venu par le secret, mais il y a eu des gens absolument formidables. Ouais, pardon, ça me fait revoir quelques souvenirs en tête de gens qui sont peut-être décédés dans des accidents, qui étaient à la tête de multinationales. Ouais, mais exactement, et qui ont fait des choses magnifiques. Et là, donc, moi, c'est ce que... Alors, si vous voulez, pendant que j'étais là, bien sûr, je voyais les militaires, je voyais les politiques, je voyais tout le monde, et régulièrement, des gens disaient, mais toi, il va falloir que tu reviennes dans les services. Et je me souviens à l'époque de François Léotard, quand François Léotard était ministre, hein, à l'époque, on avait même dit, mais il faut que toi, tu viennes comme patron de la DGSE, parce que tu connais tout le monde, tu connais dans l'intérieur. C'est politique, quand même, là. Oui, mais bien sûr, mais les gens disaient, toi, tu es dans le monde du privé, tu as été militaire, je suis colonel de réserve maintenant, mais j'étais opérationnel, hein, donc je ne suis pas dans la réserve citoyenne. Hein. Bon, tu as tous les brevets, tu as tous les trucs, tu devrais revenir. Bon. Et en définitive, à la fin, si vous voulez, j'ai un de mes amis qui était le directeur de cabinet de Jacques Chirac, qui était à la mairie de Paris, qui est un ancien militaire aussi, et qui m'a dit, écoute, je vais prendre la DGSE, est-ce que tu veux venir comme adjoint avec moi ? Et comme j'aimais beaucoup ce garçon, qui était un type formidable, et que en plus le service m'intéressait, je lui dis oui, je vais avec toi. Donc on a donc c'était le ticket, si vous voulez, à l'époque de Chirac pour la DGSE. Et puis malheureusement, lui est tombé malade, il a eu un cancer, et donc il a dit je peux plus me présenter, donc moi j'ai abandonné. Et puis à ce moment-là, Jacques Chirac a désigné Pierre Brochant, qui était un ambassadeur, pour être le patron des services français. Et on m'a dit, à ce moment-là, la Défense, la ministre de la Défense, et puis et le cabinet du président m'ont dit, écoute, on vient de nommer quelqu'un comme ambassadeur, et l'ambassadeur pourrait être patron de la DGSE, mais comme il ne connaît pas, on va te mettre toi, si tu acceptes, comme numéro 2, directeur du renseignement, comme tu devais être avec ton copain avec qui tu avais décidé d'aller.
Et donc j'ai dit, bon, moi j'ai dit, je peux pas refuser, même si j'avais accepté avec le copain, mais là c'était totalement différent. Donc j'ai accepté parce que c'est mon devoir, et je suis revenu à la DGSE. Ce qui évidemment pour moi, alors ça c'était le vrai problème, je vais vous dire, de décision, c'était que évidemment le salaire d'un directeur du renseignement à la DGSE c'était 10 fois moins que le salaire que j'avais comme patron de Marks & Spencer. Donc pour ma famille et pour ma femme c'était terrible, parce que c'était une sacrée baisse de niveau de vie. Mais bon, mais je l'ai pris parce que je trouvais que ça me faisait plaisir. Et de cette expérience à la DGSE, pareil, je ne sais pas si vous la DGSE, si vous voulez, c'est un souvenir marquant, particulier. Bon, il y avait des gens formidables, on a fait des choses extraordinaires à l'époque. Ça sert, je vais poser une question très naïve, mais pour les gens qui nous écoutent et pour qui ce milieu est quand même très opaque, même s'il y a eu des séries, des tas de choses, mais à quoi ça sert vraiment le renseignement, si on devait poser cette question très naïve? Ça permet au chef de l'État et à son équipe de prendre les bonnes décisions. C'est-à-dire, si vous voulez, tous les jours, il y a un rapport, tous les matins. Tout le temps, mais tout le temps, mais sans arrêt, si vous voulez. Dans tous les domaines, il y a des incidents qui se passent partout. Il y a des choses qui se passent et il faut comprendre. Ah oui, et il faut comprendre, si vous voulez. Donc là, dans la période actuelle qu'on vit, tellement sensible au plan international, on peut imaginer que chaque matin, le président a un reporting. Bien sûr, il a. Alors les Américains, c'est formalisé, il y a un reporting tous les matins. En France, c'est un peu différent, mais ça ressemble. Comment ça se passe? Il y a une synthèse tous les jours, si vous voulez, il y a des milliers d'informations qui arrivent dans le service de renseignement. Ils sont traités par les spécialistes, analysés par les spécialistes. On en fait des synthèses et tous les jours, le président et son équipe va avoir des fiches qui vont lui dire voilà, dans tel domaine, dans tel pays, pour telle technologie, voilà les problèmes. Ou voilà ce qui va se passer, ou voilà ce qui risque de se passer. Et évidemment, pour le président ou pour son équipe, c'est très important. Si vous savez, par exemple, qu'un tel qui est président, il va être renversé dans 8 jours, vous n'allez pas faire la même attention à ce qu'il va vous raconter que si vous savez qu'il est là pour 10 ans. Vous voyez, s'il y a un mauvais coup qui a été fait quelque part, comme ça, vous savez que c'est lui en face qui a fait le mauvais coup. Vous n'avez pas le même comportement, vous n'avez pas la même capacité. Et dans tous les domaines, si vous voulez, on peut, pour négocier sur des affaires, sur des sociétés, sur des recherches, sur tout. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez, par exemple, un renseignement qui est vraiment intéressant. Angela Merkel, vous avez tous connu, la chancelière allemande. Bon, les services avaient découvert que, ça c'est pas un secret, elle avait une peur, mais maladive des petits chiens. Des chiens. Mais des petits, pas les gros chiens, les petits. Elle avait une peur maladive des petits chiens. Donc, si vous vouliez, cette femme qui était une forte femme, qui craignait pas grand-chose, solide, qui lâchait rien, vous vouliez la déstabiliser, vous lâchiez un petit chien. Qu'est-ce qu'il a fait, Poutine? Il a lâché un chien. À la première réunion avec elle, il a lâché un petit chien qui est venu, et elle a été traumatisée. Vous voyez, et du coup, il a pu négocier dans de meilleures conditions parce que du coup, elle ne savait plus où elle en était, ou presque. Si vous voulez, elle avait perdu, pas tout, mais une partie de ses moyens. Quand vous connaissez un renseignement, c'est idiot, mais quand vous savez, par exemple, que quelqu'un a besoin de fumer des cigarettes toutes les 10 minutes parce que c'est plus fort que lui, il est addict, comme on dit. Bon. Si vous savez ça, vous allez pouvoir négocier. En négociation, vous savez que toutes les 10-15 minutes, il va avoir une envie répressible d'aller fumer une cigarette. C'est le moment de le coincer en lui demandant des trucs impossibles. Vous l'obligez de rester pour qu'il lâche. Et du coup, comme il a envie d'aller fumer sa cigarette, il va lâcher sur des trucs qu'il lâcherait jamais. Ça, c'est du renseignement. Très simple, je donne des petits exemples simples. Mais si vous voulez, c'est très utile au niveau et c'est toutes ces informations. Alors ça peut être dans tous les domaines, mais vous avez comme ça des éléments qui vous permettent d'être plus efficace comme ministre, comme président, autres. Bon, et pour les entreprises, c'est pareil. Et oui, parce que alors après cette période de la DGSE, vous parlez des entreprises, vous occupez pendant plusieurs années de développer l'intelligence économique en France. Oui. C'était quelque chose de négligé jusqu'alors. Oui, absolument. Si vous voulez, l'intelligence économique, alors d'abord il faut savoir ce que c'est l'intelligence économique. Pour parler globalement, c'est du renseignement économique.
Seulement en France, on voulait pas dire renseignement parce qu'à l'époque, dans les années 90, renseignement, c'était les barbouzes, les tontons flingueurs. Enfin bon, c'était pas bon, c'était pas porteur. Donc on a dit, on va appeler ça intelligence parce qu'intelligence en anglais, ça veut dire renseignement, mais en romain, en langue romaine, en langue latine, ça veut dire comprendre. Donc, si vous voulez, l'intelligence économique, c'est renseignement économique, comprendre l'économie, ainsi de suite. Alors, très bien. On a voulu le lancer parce qu'on s'est aperçu que dans tous les contrats internationaux, on perdait des points par rapport aux Anglais. Ah ben, à chaque fois, on se faisait avoir par les Américains, les Anglais et tous les autres. Pourquoi? Parce que nous, on le pratiquait pas et eux, ils l'appliquaient. On n'était pas formés à ça. Ah, pas du tout. Alors, les Français, pas du tout. Alors que chez les Anglais ou les Américains, le renseignement, c'est une seconde nature. Si vous voulez, ça fait partie de leur monde. Hein, comme les Chinois. Les Chinois, c'est normal. Hein. Alors que les Européens, les Européens continentaux, si vous voulez, nous, c'est pas du tout notre truc. Le renseignement, c'est vraiment pas notre truc. Alors, du même coup, on était chaque fois perdant par rapport aux autres. Donc, le problème, ça a été à l'époque, la prise de conscience, elle a été dans les années 90, elle est repartie en 2002, avec moi d'ailleurs, quand on m'a nommé, quand M. Raffarin m'a nommé à l'intelligence économique. Hein, parce qu'au départ, si vous voulez, pour reprendre l'histoire, au départ, la première personne qui a parlé d'intelligence économique en France, c'est quelqu'un qui a été très critiqué après, et c'était une erreur, c'était Édith Cresson. Édith Cresson, qui avait été ministre du Commerce extérieur, avait vu faire les Américains. Et elle avait dit, ce qu'ils font, c'est très dangereux parce que, effectivement, ben, c'est sûr, si vous jouez au poker avec un autre et qu'il y a une caméra qui filme vos cartes, eh ben, je peux vous dire que vous avez perdu, hein, c'est clair. Mais c'est ça le renseignement. Hein. Donc elle l'avait compris et elle a dit, il faut qu'on se mobilise. Alors après, il y a eu Martre, qui est le patron de l'aérospatiale, il y a eu Salmon, numéro 2 de L'Oréal, enfin des grands patrons de grandes entreprises françaises qui ont dit, oui, vous avez raison, il faut qu'on se mette là-dessus. Et eux s'y sont mis. D'où le succès de L'Oréal, d'où le succès de l'aérospatiale à l'époque avec Caravelle, Concorde et autres. C'est des gens qui avaient compris la mécanique. Et derrière, l'État français a dit, on y va. Vous voyez ? Et en 2002, on a dit, on va vraiment y aller sérieusement. C'est comme ça que moi, je me suis retrouvé là-dedans. Et on s'est aperçu que 99% des entreprises françaises n'avaient aucune notion de ce que c'était que l'intelligence économique, c'est-à-dire d'aller chercher du renseignement pour se protéger, mais aussi pour attaquer. Vous voyez, c'est ça. C'est ça pourquoi c'est si important aussi. Ouais, c'est important parce que si vous voulez, quand vous voulez gagner des contrats, si l'autre il est au courant de ce que vous faites et que vous ne savez rien, ben vous avez forcément perdu. Hein, c'est clair. Hein, si vous voulez conduire une voiture et vous connaissez pas les règles, ben vous allez vous planter. Hein, ou vous allez vous faire arrêter par la police, vous allez vous planter. Si vous connaissez les règles, vous allez jouer avec les règles et vous allez être le plus malin possible. Comment faire justement pour mieux protéger nos secrets industriels ? Ben justement, il faut mettre en place des systèmes de sécurité qui vont faire que les gens... L'affaire Alstom, par exemple, c'est quand même... Ben oui, mais l'affaire Alstom, on s'est fait avoir parce qu'on a été mauvais. On s'est fait avoir parce que les Américains nous ont espionnés... Avant de nos fleurons, quoi. Ah bah oui, mais les Américains ont repéré... L'histoire Alstom, elle est très simple. Hein. Les Américains étaient leaders dans toutes les turbines et pour l'électricité hein, au niveau mondial, sauf un type de turbine, les fameuses turbines Arabelle d'Alstom, dans lesquelles on était leader mondial. Et les gens de General Electric ont dit, il faut qu'on récupère ça pour être leader mondial partout. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, comment on fait pour récupérer les turbines Arabelle ? Eh ben, il faut qu'on fasse tomber Alstom, parce ils veulent pas le vendre. Donc, il faut qu'on fasse tomber Alstom pour le récupérer. Et ils ont mis en place en 3 ans un système qui était conçu avec toute l'aide de tous les services américains et de tout le monde pour faire tomber Alstom. Et nous, pendant ce temps-là, on voulait rien voir. Et même quand Pierucci, le vice-président Asie d'Alstom, a été arrêté par les Américains et menacé, on n'a toujours pas branché. On a laissé les dirigeants de l'entreprise négocier pour sauver leur peau. Et on a perdu Arabelle. Et Arabelle, les turbines Arabelle, c'est les turbines qui équipaient les réacteurs nucléaires des sous-marins atomiques français. Donc ça veut dire qu'on a donné à ce moment-là aux Américains la possibilité de bloquer
toute la puissance nucléaire française. Donc, si vous voulez, c'est ça qu'il faut l'affaire Alstom. L'affaire Alstom, c'est pas uniquement les turbines. C'est derrière, c'était les turbines qui permettaient de faire marcher les sous-marins atomiques. Donc, c'est toute la dissuasion nucléaire française qui était remise en cause. Incroyable qu'on ait pu laisser faire ça, si vous voulez. C'était une faute grave au niveau de l'État, mais une faute grave parce qu'on n'avait pas su se défendre. Vous voyez, parlé de trahison, non, à ce niveau? Ah ben bien sûr. D'une certaine manière, c'est une trahison, puisqu'on met entre les mains d'un ennemi, parce que on n'a pas d'amis, hein, dans le marché international, il n'y a pas d'amis. On met entre les mains de quelqu'un qui est en face de nous le moyen de nous bloquer. Mais vous vous rendez compte? Sur ce qui est essentiel à la défense de la France. Dramatique. Bon, alors, c'est ça, si vous voulez. Donc, si vous êtes capable de répondre, hein, évidemment, les choses changent. Quand Pierucci a été arrêté, et que le juge américain lui a sorti 2 mètres de dossier en disant voilà toutes les écoutes qu'on a fait de votre société, et on sait que vous êtes des corrupteurs, que vous avez passé des contrats avec des sociétés étrangères dans les pays étrangers en donnant des pots de vin et autres, donc on vous arrête et on va vous coincer. Ce qui a été c'était peut-être pas bien, mais en tout cas ce qui a été dramatique, c'est qu'il l'avait fait. Et entre parenthèses, il y a 1 mois, aux États-Unis, ils viennent de voter une loi, le Congrès américain, disant que la NSA est autorisée à écouter tous les gens de tous les pays, à l'exception des Américains. C'est-à-dire il y a 1 mois, ils ont réautorisé leur société d'écoute, à la NSA, à écouter tout le monde dans le monde, donc les entreprises et tout. Pourquoi? Pour favoriser les Américains. Donc, face à ça, vous avez ceux qui disent « Ah non, mais c'est dommage, c'est ennuyeux et tout ». Et puis il y a ceux qui disent « Mais attendez, ils sont en train de nous rouler dans la farine, il faut qu'on réagisse ». Vous avez vu la Trump qui s'est moqué de Macron cette semaine? Je ne sais pas si vous avez vu cette scène. Il l'a fait plusieurs fois. Mais Trump, il est parfaitement représentatif de ces Américains qui disent « Attendez, il y a l'Amérique, nous, et puis il y a le reste du monde, ils sont aux ordres. » Pour eux, dans leur esprit, ça ne pose pas de problème. Mais est-ce que ça veut dire que nous, on doit l'accepter? Bien sûr que non. Il y a un moment, il faut dire non. Alors Alain Juillet, on va bien sûr venir justement à cette actualité que vous allez commenter dans un instant. J'aimerais juste pour clore cette première grosse partie sur votre parcours, terminer avec donc votre dernière, on va dire vie, puisque vous avez eu plusieurs vies en une. Je suis un chat à 9 vies. Depuis plus d'une décennie maintenant, vous êtes un écrivain et un essayiste, un intervenant régulier dans le débat public, et vous assurez des fonctions qu'on peut qualifier d'influence. Oui. Comment est-ce que vous vous définissez aujourd'hui? Alors moi je me définirais plutôt comme un transmetteur, c'est-à-dire, si vous voulez, moi j'ai eu une vie assez riche, c'est vrai, j'ai eu la chance de pouvoir faire beaucoup de choses dans ma vie, d'expérimenter beaucoup de choses, de voir beaucoup de choses, et j'en suis très heureux parce que j'ai vécu une vie formidable. Vous avez une parole libre aujourd'hui en tout cas. Mais justement, maintenant que je suis à la retraite, je veux transmettre tout ce que j'ai pu apprendre, tous les enseignements que j'ai pu avoir dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie, parce que je pense que c'est mon devoir, si vous voulez. Je pense que on est arrivé à un certain stade, on a pu apprendre, on a déjà appris beaucoup, on a vécu, on n'attend pas des honneurs, c'est fini, tout ça c'est terminé. Donc, par contre, commandeur de la Légion d'honneur. Ouais, j'ai eu beaucoup, j'ai été récompensé de plein de choses. Donc, si vous voulez, c'est pas le problème. Il est aujourd'hui, le truc, c'est de transmettre, de dire aux jeunes générations, voilà ma petite expérience. Vous en tirez ce que vous voulez, mais profitez-en. Parce que avant que vous ayez acquis la même expérience, il faudra beaucoup de temps. Et entre-temps, essayez de bénéficier de la mienne. Si je peux vous passer des choses intéressantes. Et je m'aperçois, il faut être tout à fait honnête, que ça se passe plutôt bien, la transmission se passe bien, parce que j'ai beaucoup de gens avec qui je dialogue dans tous les milieux sociaux. Après, beaucoup de gens qui nous regardent vous demandez, vous réclamez. Oui, mais j'ai beaucoup dans tous les milieux sociaux. Vraiment, c'est incroyable, c'est formidable. Il y a des gens avec qui je discute, je dialogue, j'échange par mail, je les vois, je fais des conférences. En définitive, je transmets et moi je termine. Quand je vais terminer ma vie, je me dirais j'ai bien vécu parce que d'un côté j'ai vécu une vie formidable et puis derrière j'ai transmis tout ce que je pouvais savoir à d'autres pour que ça puisse être utile si toutefois ils le souhaitent. Quels sont les enjeux sur lesquels vous pensez qu'il faut plus alerter les pouvoirs publics?
Je pense pour les pouvoirs publics aujourd'hui, il faut qu'ils se rendent compte que nous sommes dans un monde extrêmement concurrentiel dans lequel personne ne fait de cadeaux aux autres. C'est-à-dire que si vous voulez, les idéalistes, c'est peut-être ça le grand problème du 21e siècle ou du 22e siècle, c'est que nous sommes dans un monde dans lequel personne ne fait de cadeaux à l'autre. Et il ne faut pas attendre que l'autre vous tende la main. C'est pas vrai. Personne ne tend la main. La charité, si vous voulez, la tendre la main, c'est pas vrai. Ça n'existe plus. Ou alors c'est qu'il y a des intérêts particuliers derrière. Donc il faut que les gens comprennent qu'on est dans un combat permanent et dans lequel chaque pays et les gens de chacun des pays, les nationaux de chacun des pays, doivent se défendre pour assurer leur survie à moyen et long terme. Parce que chaque fois qu'on perd un contrat, chaque fois qu'on se fait racheter une entreprise, c'est de l'emploi en moins. De l'emploi en moins, c'est du chômage en plus. C'est une baisse du pouvoir d'achat. Et donc, c'est entraîner peu à peu son pays dans la chute. Donc, il faut savoir réagir. Et pour ça, il faut une mobilisation générale. Alors, vous prenez souvent, d'ailleurs, des positions assez franches dans le débat public. J'essaye. Ce qui vous vaut souvent aussi des critiques, beaucoup détracteurs. De critiques. Certains ont même pu vous qualifier, par exemple, je cite, de complotiste ou d'extrême droite. Qu'est-ce que vous pensez de ces anathèmes à votre égard ? Alors, je veux dire, c'est complotiste, extrême droite, facho, tous ces termes, ils ont plus de sens, quoi. Alors moi, je pense que quand vous savez, le problème, c'est quand vous êtes dans un système à pensée unique, parce que c'est un peu ça aujourd'hui, la France, un certain nombre de médias voudraient qu'on ait que leur système de pensée et pas autre. Les télévisions en particulier. Télévision et radio. On vous dit, voilà, vous devez penser ça, sinon vous êtes un mauvais élément. Donc, vous devez penser ça, sinon vous êtes un complotiste. Mais alors, moi je veux bien, mais encore faudrait-il que ceux qui vous disent que vous devez penser ça soient honnêtes dans leur raisonnement. Mais quand leur raisonnement est biaisé, il est quand même logique, on a le droit de dire, mais votre raisonnement il est faux, parce que vous n'avez pas pris en compte ça ou ça ou ça. C'est le problème actuellement avec les woke, la mode woke. La mode woke, c'est quoi ? C'est de dire, le passé n'existe pas, le futur n'existe pas, ce qui compte, c'est le moment présent. Ah oui, mais en géopolitique, par exemple, vous ne pouvez pas analyser le moment présent sans faire référence à l'histoire, parce que c'est l'histoire qui vous apporte les clés de compréhension. Donc si vous niez l'histoire, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe. Alors, à partir de ce moment-là, on vous dit comment ? Vous êtes complotiste parce que Mais non, je ne suis pas complotiste. J'essaie de comprendre avec tous les éléments qui sont à ma disposition. J'essaie d'être factuel. Alors, facho, extrême droite, si, parce qu'on aime bien son pays, parce qu'on est pour la souveraineté, pour défendre l'intérêt de son pays, parce que, comme je viens de vous le dire, parce que moi, ce que je souhaite, c'est qu'en France, on ait le plein emploi, je souhaite que les gens vivent convenablement, je souhaite qu'il n'y ait plus de gens, de pauvres femmes avec des gosses dans la rue, qu'ils en soient à mendier ou à coucher dehors dans le froid. Si c'est ça être facho, alors je suis facho. Totalement. Je l'assume. Mais en réalité, c'est pas vrai. Je suis pas facho du tout. Même les gens qui me connaissent vous diraient que je suis plutôt centre-gauche qu'autre chose. Mais en réalité, je sais quoi ? Moi, j'essaie de voir ce qui est intéressant pour mon pays dans tous les domaines. Et au-delà de votre personne, justement, est-ce que la multiplication de ces termes, est-ce que ça traduit pas un effondrement du débat public en France ? Oui, mais justement. Mais je suis bien d'accord avec vous. Moi, je crois qu'aujourd'hui, ce qui est terrible, si vous voulez, c'est que il n'y a plus de débat. On revient à ce qu'on disait au début de cette émission. Quand il y a les grands politiques d'une époque, ils acceptaient la discussion et le dialogue. Parce qu'ils savaient très bien qu'ils avaient leurs idées, mais que d'autres pouvaient avoir de bonnes idées. Et que l'intérêt, c'était le consensus. Mais pour faire une négociation, un consensus, il faut être fort. Il ne faut pas avoir peur de la faiblesse de ces arguments. Il faut se dire, moi j'ai une vision, les autres ont une autre vision, ils ont des arguments réels et vrais comme les miens, essayons de faire une synthèse du tout pour faire quelque chose de mieux. C'est ça l'avenir, si vous voulez. Et dans ce cadre-là, c'est dans ce cadre qu'il faut qu'on négocie, qu'on travaille. Donc, au lieu de jeter l'anathème dans notre société sur tout ce qui ne pense pas comme les gens au pouvoir, non. Vous savez, ça me rappelle une phrase, c'était une phrase terrible. Quand le président Mitterrand a été élu en 81, il y avait le député de, je crois que c'est Vendôme, qui avait dit une phrase qui pour moi reste quand même extraordinaire, qui disait: vous avez
juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire. Mais c'est monstrueux quand vous y réfléchissez. À savoir, nous sommes en démocratie et de toute manière, vous n'avez pas le droit de parler parce que vous n'êtes pas le plus grand nombre. Si on a le droit de parler, ça ne veut pas dire qu'on va imposer la loi, mais au moins on a le droit de s'exprimer. Si vous exprimez plus, c'est une dictature. Et moi je dis qu'actuellement, on est dans une fausse démocratie parce que il y a aujourd'hui la pensée unique, si je peux dire, dans tous ses aspects, fait qu'on vous interdit de dire autre chose que la pensée unique, on vous coupe, on vous censure et autres, ça veut dire qu'on n'est plus en démocratie. Parce que la force de la démocratie, c'est justement d'accepter toutes les idées pour essayer d'extraire du tout ce qu'il y a de mieux. Voilà. Donc moi, je défends la pluralité d'expression. Alors, si la pluralité d'expression, c'est être fasciste, moi je m'excuse, c'est que les gens qui disent ça, ils ne savent pas ce que c'est que le fascisme, parce que c'est exactement à l'opposé. La fermeture en Europe des médias russes, d'ailleurs, sur lesquels vous interveniez, ça a été un tournant, ça, d'après vous ? Non, mais je pense que ça a été... Je suis pas d'accord, moi, là-dessus, parce que je pense qu'ils ont eu tort. Oui, aux États-Unis, on parle souvent des autres pays. Aux États-Unis, vous pouvez avoir toutes les idées que vous voulez. Même si dans la Constitution. Dans la Constitution, et donc on l'accepte. Ça ne veut pas dire qu'on approuve, mais on accepte. Moi, je pense que dans l'affaire ukrainienne, par exemple, eh bien, on a pris fait et cause sous la pression des lobbies, on a pris fait et cause pour une interprétation. Hein. Je pense qu'on aurait dû aussi écouter l'autre, parce qu'aujourd'hui, on est en train d'arriver à un moment où moi, ce que j'ai dit il y a 2 ans est en train de se réaliser. Hein, et là, on s'aperçoit peu à peu, alors ça fait des révisions déchirantes, évidemment, hein, mais on s'aperçoit peu à peu qu'il y a déjà 2 ans, on savait exactement ce qui allait se passer aujourd'hui. Mais le problème, c'est que si vous disiez ça à l'époque, vous étiez tout de suite classifié « Oh là là, il est pro-russe, il est machin ». Non. Moi, je pense que les Russes, là-dedans, ils ont accumulé des erreurs, ils ont fait de grosses erreurs, erreurs de services de renseignement, erreurs stratégiques, il y a eu beaucoup d'erreurs. Bon, mais d'un autre côté, on peut pas nier non plus l'histoire, et l'histoire, elle compte aussi dans l'analyse. Plus largement, le Covid-19, le changement climatique, et maintenant, vous en parliez, donc la guerre en Ukraine et au Proche-Orient, sont autant de sources d'une limitation substantielle de la liberté d'expression. Ah oui, je pense qu'un des problèmes de la démocratie à la française, la démocratie à la française, hein, on se vante souvent qu'on a été parmi les fondateurs de la démocratie dans le monde, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Hein. Pays de Voltaire et des Lumières. Ouais. Hein. Oui, mais quand vous lisez Voltaire et les Lumières, vous apercevez qu'il avait une conception de la démocratie qui n'était peut-être pas exactement la même que la nôtre. Hein, mais enfin, ça, c'est autre chose. Parce que c'était culturel, ça correspondait à l'époque, c'était dans un cadre d'une royauté, donc ils avaient une vision de la démocratie qui n'était pas exactement la même qu'aujourd'hui, nous, issus de générations de républicains, et avec tout ce qu'on a pu connaître. Donc chaque fois c'est différent. Hein. Mais sur le plan de la démocratie, il est indiscutable que notre système, et l'Europe y contribue aujourd'hui, par des réglementations successives, par une accumulation de règlements successifs, nous vivons une aliénation permanente de liberté. Nous avons une réduction de la liberté qui est quelque chose de fantastique. Hein, et moi, ce qui me fascine dans cette affaire-là, c'est que des gens comme moi, qui avons vécu une époque beaucoup plus libre, ça nous choque. Mais la jeune génération, ça ne la choque plus du tout. Je vous donne un exemple. Il y a 20 ans, quand on a eu les portables et autres, on a vu arriver des systèmes de localisation des portables. Hein, on appuyait sur un programme, on avait une localisation. Hein, et on a eu des organisations, des ONG et autres, qui sont mis à protester au nom de la moralité en disant « Enfin, c'est absolument insupportable. Au nom de la liberté, vous allez fliquer les gens en surveillant où ils sont. » Bon, ça, c'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est exactement le contraire. Sur vos portables, il y a quantité de choses où automatiquement on communique votre localisation pour pouvoir vous communiquer, vous rendre service. Hein. Vous communiquez où sont les stations-service, les magasins de luxe, les carrefours, ce que vous voudrez. Bon, mais je suis désolé, il y a 20 ans on vous disait mais c'est une aliénation de liberté totale, ça veut dire que l'État et d'autres gens savent où vous êtes. Et c'est vrai, c'est pas une aliénation, on ne peut plus cacher où l'on est.
On a un mouchard en permanence sur soi. On a un mouchard sur soi. Bon, ben, c'est terrible. Hein, et dans les voitures, bientôt, vous allez voir, avec les voitures modernes, avec tous les ordinateurs qu'il y a à bord, on va commencer à vous dire, vous freinez trop souvent, vous roulez trop vite. Bon, où on va là? Alors, on me dit, oui, mais c'est pour le bien des gens. Ah oui, mais si pour le bien des gens, il faut qu'on devienne des zombies et qu'on n'ait plus aucune liberté, alors là, moi, c'est pas mon monde. Alors en parlant de votre monde, justement, j'ai évoqué le terme lumière. Alors on est dans une émission où on est transparent, on parle de tout. Ouais. En parlant des lumières, il faut aussi évoquer le fait que vous êtes ouvertement franc-maçon. Ah ben, je peux pas nier, j'ai été grand maître d'une obédience. Ben voilà. C'est difficile de dire le contraire. J'aimerais qu'on en parle un instant. Ouais, Pourquoi bien vous sûr. avez intégré ce courant? Oui. Est-ce que ça vous a beaucoup apporté, votre appartenance à la franc-maçonnerie? On entend beaucoup de choses sur l'influence occulte de la franc-maçonnerie en France. Qu'est-ce qu'il en est vraiment? Alors d'abord vous, votre engagement personnel. Alors non, moi je suis rentré en franc-maçonnerie parce que... Pourquoi d'abord? Moi c'est pour une quête spirituelle. C'est-à-dire que si vous voulez, je travaillais tellement que j'avais pas le temps de me forcer à lire des livres pour réfléchir sur la métaphysique, sur l'évolution de la pensée, sur les religions, sur beaucoup de choses. J'avais pas le temps, je me forçais pas suffisamment à lire, à travailler là-dessus. Et parce que je connaissais des gens qui étaient en franc-maçonnerie, je me suis dit, si jamais je rentre en franc-maçonnerie, à ce moment-là, comme il y a toute une démarche spirituelle et intellectuelle en franc-maçonnerie, j'ai dit ça va me faire travailler, ça va me faire progresser, ça va améliorer ma connaissance dans ces domaines-là. Et là, je dois dire que effectivement, ça m'a fait énormément progresser dans ma compréhension, je dirais, du monde. Du monde au niveau des humains, de la valeur, des valeurs fondamentales. Démarche humaniste, quoi. Ouais, voilà, exactement. Et donc moi, ça m'a beaucoup apporté. Donc ça, c'est clair, il n'y a pas de... Vous êtes rentré dans quelle moi, je suis rentré dans une loge qui était à l'époque à la Grande Loge Nationale de France, à la GLNF, parce que j'avais des amis. Vous savez, les loges, on va dans une obédience en général, non pas parce qu'on fait le choix d'une obédience, mais parce qu'on a des copains qui y sont, et que donc, naturellement, on les suit. Après, le problème qui se pose, c'est est-ce que cette obédience correspond à vous? Parce que vous avez le Géo est beaucoup plus matérialiste, par exemple, que nous. Plus à gauche. Plus à gauche aussi. La GLNF était plutôt au centre. Mais vous en avez d'autres. Vous avez la GL, vous en avez quantité. On a en France une centaine d'obédiences. Il y a des rites différents. Avec des rites différents, avec des choses différentes, et chacune qui correspond à quelque chose. Donc, vous pouvez, quand vous connaissez bien la franc-maçonnerie, après, vous pouvez faire un choix. Vous pouvez dire, tiens, il y a telle obédience, il y a tel rite, qui me correspondent mieux. Et vous pouvez y aller. Et vous avez terminé donc grand maître, c'est ça? Oui, j'ai terminé grand maître d'une obédience parce que moi j'étais à la GLNF. On a eu un gros problème à la GLNF parce qu'il y a eu des relations épouvantables. La direction du niveau de l'obédience, à un moment donné, a complètement disjoncté, s'est mis à devenir affairiste à outrance. Ah oui, voilà. Et voilà. Et à ce moment-là, dérives, quand même. Ouais, voilà. Il y a des risques, bien sûr. Ça arrive régulièrement dans les grandes obédiences. Bon, à l'époque où moi j'y étais, il y a eu une de ces fameuses dérives. Bon, et un certain nombre de frères, comme on dit, de cette obédience, ont dit on peut pas rester là-dedans avec ce qui s'y passe. On a claqué la porte, on a créé une nouvelle obédience. Et on était 15 000. Donc c'est pas rien quand même, si vous voulez. On est parti à 15 000, on a monté une nouvelle obédience dont ils m'ont élu le premier grand maître. Donc je me suis retrouvé grand maître, chargé de remonter la machine et de la relancer. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de l'influence de la franc-maçonnerie en France? Parce que ça c'est aussi... Elle a beaucoup diminué, elle a été très puissante. Alors la franc-maçonnerie, ça a été la toute-puissance sous la Troisième République. Au niveau des politiques actuelles, est-ce qu'il y a encore autant de Il y en a, mais beaucoup moins qu'avant. Non, alors pour être clair, aujourd'hui... Macron, il est franc-maçon ou pas, d'après vous? Non, je pense pas. Non, je pense pas, parce que non, si vous voulez, aujourd'hui, il faut dire les choses en face. Aujourd'hui, le réseau le plus puissant en France, c'est pas la franc-maçonnerie, c'est les LBGT. LGBT, vous voulez dire? LGBT, pardon. C'est eux qui sont les plus puissants. Pourquoi? Parce qu'ils se sont regroupés, les différentes tendances, si vous voulez, se sont regroupées et exercent une pression extrêmement forte parce que ce sont des groupes d'influence et des groupes d'oppression très forts. Parler de lobby, oui. Ah oui, c'est un véritable lobby, mais un lobby considérable. Et donc aujourd'hui, moi je pense qu'il n'y a pas photo, c'est eux qui sont beaucoup plus puissants que la franc-maçonnerie.
Ah, donc vous pensez que c'est le lobby LGBT aujourd'hui qui est le oui, plus influent en France? Il n'y a pas de problème. Et c'est pas du tout une critique. C'est parce que quand des minorités se regroupent et essaient d'influencer, si elles sont composées de gens qui réfléchissent un peu, elles peuvent être extrêmement efficaces. Vous avez suivi cette semaine, il y a eu une polémique là sur LCI, c'était je crois Guillaume Roquette, l'un des directeurs de la rédaction de Figaro Magazine, qui a émis le fait que Emmanuel Macron ait pu choisir Gabriel Attal parce qu'il était aussi homosexuel, et il a parlé d'émancipation, et la séquence a été retirée d'LCI, ça a fait une polémique ça, sur les réseaux. Non, mais moi c'est pas ça, moi je pense pas que... Moi, c'est pas dans cet esprit-là que je le dis. Moi, ce que je pense, parce que vous savez très bien que ça peut être exploité dans ce sens-là. Non, puis c'est même pas ça, si vous voulez. C'est que, si vous voulez, moi, j'ai connu l'époque où on dit, mais ça, j'entends encore aujourd'hui, hein. Ah, mais moi, j'ai perdu un poste parce que les francs-maçons ont été contre moi. Quand j'entends ça, j'ai les bras m'en tombent, parce que dans 99% des cas, c'est des gens qui fantasment et qui essaient d'expliquer leur échec en essayant de trouver un coupable. Alors, vous savez, la création du coupable, c'est un sport national en France. Hein, on est les rois de la lettre anonyme. Hein, donc, on a toujours besoin de coupables. Alors, pendant des années, le coupable. Alors, on a connu ça sous Vichy. Hein, sous Vichy, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les francs-maçons, il y avait les Juifs et les francs-maçons. Alors ça, c'était des monstres. Il fallait les mettre dans des camps de concentration parce que c'était des dangers publics. Bon, faut arrêter. Bon, c'est pas vrai. Un franc-maçon, et tous les francs-maçons, ils jurent de défendre la République. Quand ils rentrent en franc-maçonnerie, on jure de respecter les lois de la République. Et pas de faire passer l'ordre maçonnique avant la justice. Mais non, justement. Alors si les gens connaissaient un peu mieux ce que c'est, ils diraient pas des âneries. C'est clair. Hein, ça veut pas dire... Bien entendu, mais c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, pour les groupes divers, quand vous êtes dans une loge, vous voyez une fois ou 2 fois par mois, hein, la loge en question, au bout de 5 ans, 10 ans ou 20 ans, c'est difficile de ne pas devenir copains les uns avec les autres. Donc quand vous voyez quelqu'un d'autre à l'extérieur, c'est un ami. Avec un ami, vous ne réagissez pas de la même manière qu'avec un inconnu. C'est normal, c'est humain. Hein, c'est pas ça qui fait que tout est manipulé, tout est magouillé, et qu'il y a les gens qui vont venir vous tirer les pieds la nuit. C'est du ridicule achevé, quoi. Alors, ça nous amène à parler à présent de l'actualité. La transition, elle est simple donc pour la dernière partie de cette émission. Quel regard vous avez eu sur cette riche semaine politique avec cette nomination de Gabriel Attal, qui avait un peu quand même sur la dernière ligne droite déjoué les pronostics, parce qu'on attendait plutôt le maire, le cornu, Darmanin, et puis une ascension fulgurante. 34 ans, c'est le plus jeune Premier ministre de toute l'histoire de la Ve République. Avant, là, il faut faire attention, si vous voulez, parce que tout dépend de ce qu'on entend. Des années, mais il faut voir qu'est-ce qu'on entend par Premier ministre. Sous la IVe République, le Premier ministre, c'était vraiment le chef du gouvernement qui faisait la politique. Quand De Gaulle est arrivé, De Gaulle a dit, attendez, le Premier ministre, il gère toute une série de domaines, mais les domaines régaliens, c'est moi. Donc il y avait 4-5 domaines tenus par le président de la République, et le reste qui était tenu par le Premier ministre. Aujourd'hui, le Premier ministre, il est aux ordres du président de la République, et il ne fait que ce que lui dit le président de la République. Son rôle, en définitive, c'est d'être le fusible. Hein, c'est-à-dire que s'il y a un problème, on vire le Premier ministre et on se lave les mains en disant c'était pas moi. C'est ça. Donc, si vous voulez, le système a complètement évolué en 40 ans. Hein, depuis 58, donc oui, même que dire 40 ans, depuis 60 ans. Le système a évolué. Aujourd'hui, le Premier ministre, il est nommé par le président pour être l'exécutant fidèle et obéissant des décisions du président. Des affaires courantes, vous voulez dire ? Ben oui, dans tous les domaines. Il n'a aucun domaine où il est indépendant. Aucun. Alors, donc, c'est plus du tout la même chose qu'avant. Sauf en période de cohabitation. Alors, voilà. Donc, dans ce cadre-là, que le président mette quelqu'un qui est proche de lui, c'est normal. C'est logique. Il va pas nommer un opposant qui renâclera chaque fois qu'on va lui donner des instructions. Donc, il prend quelqu'un qui est proche de lui. Qu'il prenne quelqu'un qui est
accepté par à peu près tout le monde. C'est plus facile. Hein. Or, on sait très bien que là, dans ce qui s'est passé, Monsieur Le Cornu, qui était un bon candidat, indiscutablement, il a été rejeté par François Bayrou, parce que Bayrou n'en voulait pas en disant Le Cornu... Donc Bayrou fait encore... Ben oui, mais parce que Bayrou représente... Non, mais c'est pas ça. Mais Bayrou représente un certain nombre de voix à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et aujourd'hui, où il n'y a pas de majorité, si en plus... la minorité importante que représente l'équipe du président, si une partie s'en va, en l'occurrence la tendance Bayrou, eh ben c'est dramatique, parce qu'il n'y a plus de majorité impossible, quoi qu'il arrive. Donc il est obligé d'écouter Bayrou, et il dit, bon, ben, il veut pas de Le Cornu, je le prends pas. Bon, Darmanin, là c'est la gauche de la gauche qui dit, pas Darmanin, pas question, c'est épouvantable et tout. Bon, alors, ben, par élimination, on arrive à celui qui est le plus consensuel, et qui est Attal. Bon, logique. Moi, donc, je trouve ça assez logique. Ah, il y avait Bruno Le Maire aussi que vous avez oublié. Ah, mais Bruno Le Maire, c'est pas du tout la même chose. Bruno Le Maire est perçu, je pense qu'il est perçu par le président comme un candidat dangereux. Parce que Bruno Le Maire a toujours joué son jeu. Alors, je dis pas que les autres le jouent pas non plus, hein. Mais je pense qu'il y a, oui, parce que là, il y a on parle une de méfiance. Gabriel Attal pour 2027. Oui, mais bien sûr. Oui. Mais Attal est pour 2000. Le même qu'on disait, Attal sera le candidat à la mairie de Paris. Donc Attal, il est pour candidat à la mairie de Paris à la place d'Hidalgo. Attal, il est le futur candidat à la Présidence de la République. Ça permet de démolir Philippe, comme ça, Philippe, c'est fini. Il s'en va. Ben oui, mais il faut voir. C'est tout ça, c'est de la politique, si vous voulez, hein. Maintenant, et puis de contrecarrer aussi le jeune âge de Bardella. Alors voilà, puis je pense que ça aussi, c'est un moyen de taper sur ce sondage qui a fait beaucoup de bruit il y a une semaine, qui montrait dans les 50 personnalités françaises les plus aimées, il y avait Bardella. Le seul politique... Bardella, pardon. Oui, le seul politique apprécié, c'était Bardella. Et donc, mais par contre, juste derrière, après le 50e, il y avait Attal. Donc de faire rentrer Attal dans les top 50, c'est un bon coup pour la majorité. Hein, parce que ça permet aussi de dire, ben voilà, j'ai un gars qu'on va faire monter pour être un opposant. Et moi, je pense que en réalité, il va faire un bon coup finalement. Ah ben, c'est facile. Ou Attal s'en sort dans les 2 ans qui viennent, et il va être candidat à président de la République contre Marine Le Pen. Hein, et avec ce côté jeune, bien sûr, hein, ou Attal se plante à cause des européennes ou à cause d'autre chose, mais en tout cas, ils auront grillé quelqu'un qui a des capacités, voilà. Donc je pense que non, on est dans la politique pure et dure, hein. Alors, il faut pas parler technique, il faut pas parler, non, ça c'est pas ça, hein. On est dans la politique. Alors, on va quitter le sol français, on va dire un instant, pour parler de ce conflit si sensible au Proche-Orient. Justement, et là, on attend avec impatience et intérêt donc votre interprétation. D'abord, est-ce que vous attendiez ou est-ce que vous avez été surpris par cette attaque du 7 octobre dernier ? Bien sûr, comme tout le monde, on peut être surpris par la violence de l'attaque et surtout le montage, la complexité de l'attaque qui a été faite, hein. Je crois que les Israéliens se sont fait avoir là-dessus, on le sait maintenant, ils avaient les infos, ils n'y ont pas cru, parce qu'ils ne pensaient pas que le Hamas était capable de monter une opération de ce genre. Et ça, je pense que personne ne pensait que le Hamas était capable sérieusement de monter une opération comme celle-là, qui est une opération qui a dû prendre du temps à être montée. Bien sûr, on dit qu'il a fallu 2 ans pour la préparer. Il a fallu préserver le secret, quand même. Même s'il y a eu des fuites, il fallait quand même préserver le secret. C'est quand même une opération d'une grande complexité et dans laquelle, si vous voulez, au-delà de l'horreur, hein, au-delà du massacre, enfin toutes ces horreurs qui ont été faites, il faut bien voir que c'est pour l'État d'Israël, ça vaut le 11 septembre pour les Américains. C'est la première fois qu'on fait la guerre contre eux dans leur propre pays. Toutes les guerres qu'ils ont faites, ça s'est passé ailleurs, hein. C'est la première fois qu'on fait la guerre chez eux. Alors, avec tout ce que ça comporte et avec tout l'environnement épouvantable qu'il y a eu, hein. Ça, c'est clair. Plus de 75 ans après son déclenchement, est-ce que vous pensez que ce conflit au Proche-Orient, il va un jour trouver une issue ? Oui, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Le problème, en définitive, le vrai problème, c'est le problème du Palestinien. Parce que
C'est un problème qui est mal vécu par tout le monde, si vous voulez. Bon, les Israéliens, ils veulent pas d'un État palestinien, ça c'est clair. Depuis la mort de Rabin, ils ont tout fait pour empêcher l'État palestinien. Ça, c'est clair. Bon. Et c'est pour ça qu'ils étaient d'accord avec le Hamas, qui lui aussi voulait pas d'État palestinien, pour des raisons différentes. Hein. Le Hamas disant, moi ce que je veux, c'est envahir Israël, hein, alors que les Israéliens disaient, nous ce qu'on veut, c'est que les Palestiniens soient plus là. Bon. Ça, c'est, je dirais, le premier aspect. Hein. Mais il n'y a pas que ça. Quand on voit la position des Saoudiens, la position des Émiratis, la position des autres, personne, en réalité, ne défend vraiment les Palestiniens. C'est un problème. Et dans les accords d'Abraham qui ont été signés à l'initiative du gendre de Trump, hein, les accords d'Abraham entre Israël et l'Arabie, enfin les autres pays du coin, sauf l'Arabie, hein, mais tous les autres pays du coin, bon, vous remarquerez que on parle de tout dans ces accords, sauf d'une chose, les Palestiniens. Personne n'en parle. Comme s'ils n'existaient pas. Donc ça, c'est un deuxième problème qui s'ajoute à ce que je vous disais. Nous avons aujourd'hui, au niveau de la Palestine, on a des gens qui avec des options différentes, depuis très longtemps, essaient de changer le cours des choses, et autour d'eux, des gens qui ne veulent pas que le cours des choses soit changé. Donc c'est ça, avec tout ce que ça comporte, si vous voulez. Alors, donc du coup, on est dans une impasse. Alors vous qui avez été justement à la DGSE, est-ce que vous craignez que ce conflit, il s'importe en France? Est-ce que ça vous inquiète? Parce que on commence à en voir quelques prémices. Non. Là-dessus, bon, qui est bien sûr des pro-palestiniens en France, c'est normal. On a une population, on a 10% de la population, d'après ce qu'on dit, hein, qui est de confession musulmane. Bon, là-dedans, il y en a 50% qui trouvent que le sort des Palestiniens, il y a une injustice flagrante sur le plan des Palestiniens, et donc de temps en temps ils manifestent. Bon, ça on peut pas l'éviter, hein. En démocratie, vous pouvez pas éviter qu'un certain nombre de gens pensent pas comme vous. Bon, du moins si on est dans la démocratie. Par contre, de là à dire qu'il va y avoir des attentats. Ici, moi, je crois qu'il faut être très prudent. Il y en a qui sont déjoués, hein. On n'en parle pas parce que justement... il faut être très prudent parce qu'il y a même une chose qu'il ne faut pas oublier. Il faut s'entendre sur le mot attentat. Le Hamas n'a jamais fait d'attentat à l'étranger. Vous regardez, jamais. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils font des attentats, ce sera contre les Israéliens. Est-ce que c'est un attentat terroriste? Bien sûr que oui. Mais est-ce que c'est dans le cadre de cette guerre? Alors là, ça devient autre chose, vous voyez. Alors je ne suis pas en train de vous dire, excusez, pas du tout. Je dis sur le plan du risque. Hein, on risque pas, si vous voulez, on risque pas le Bataclan. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, dans cette affaire-là, on risque pas le Bataclan. Vous pensez qu'on est préservé d'une telle attaque? Ah oui. Avant les JO, là, il paraît que tous les voyants sont rouges, hein. Ah non, mais attendez, c'est la monnaie d'ouverture, c'est un danger. Qu'on soit tous les voyants sont rouges. Souvenez-vous de Munich. Hein, à Munich, les Palestiniens, ils ont attaqué à Munich les athlètes israéliens, et il y a eu à la fin, ils sont tous massacrés sur l'aéroport. Hein, vous savez, vous en souvenez de ça. Bon, donc, oui, il y a des risques de ce genre, mais je vous ai bien dit. C'est Palestiniens contre Israéliens. Maintenant, évidemment, si les types y mettent une bombe contre les Israéliens pendant les Jeux Olympiques, ben il y a d'autres gens qui vont être touchés. Donc bien sûr qu'il y a un risque. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que de dire qu'il y a aujourd'hui un risque général avec des attentats partout en France, non. Bien sûr que non. Pour voir la suite de l'émission, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player depuis le lien en description sous cette vidéo.